Parce que moi, dès le début, mon rêve, c'était de vivre, au fait, du design. Parce qu'en tant que freelance, vous n'avez pas besoin d'un certain diplôme. Donc, j'évalue en fait les livrables que je vais donner aux clients. Les premiers salaires n'étaient pas vraiment considérés par rapport au taux horaire, mais plutôt par rapport au projet. Et les premiers clients, c'était les gens de l'entourage. J'ai commencé à envoyer des propositions sur les projets qui m'intéressaient, mais je n'ai eu aucun retour. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NG. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du freelancing, comment devenir freelance, plus particulièrement comment devenir développeur freelance. Dans cet épisode, je ne serai pas seul, j'ai eu l'opportunité d'interviewer plusieurs développeurs et designers freelance pour qu'ils nous partagent en fait leur expérience et qu'on comprenne comment en partant de zéro, juste après avoir appris le développement, après avoir appris à coder, comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent et à vivre de votre travail. Avant tout, rassurez-vous, être développeur freelance, ce n'est pas maîtriser une certaine technologie comme être développeur full stack, non. Être développeur freelance veut tout simplement dire que vous êtes développeur indépendant. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas dans une entreprise ou pour le compte de quelqu'un. Vous êtes votre propre patron, vous êtes votre propre chef et vous avez la responsabilité de produire un service et de le vendre au fait. Donc vous gérez tout votre business de A à Z. Ou dans une entreprise, le développeur, sa responsabilité, c'est tout simplement développer l'application. Donc, il y a déjà une équipe de marketing dans l'entreprise qui cherche des clients, une équipe commerciale qui traite avec les clients. Et tout ce que les développeurs font, c'est qu'ils reçoivent les specs, ils discutent parfois avec les clients juste pour comprendre le contexte du projet. Et ensuite, ils développent l'application et livrent cette application. Et c'est bien parce qu'en entreprise, il y a cette sécurité. À la fin du mois, vous êtes payé et vous travaillez comme ça, ainsi de suite. Quand on devient développeur freelance, il faut savoir que toutes les responsabilités qui vont de chercher des clients, produire un logiciel, comprendre les spécifications du client, organiser des réunions avec les clients, gérer la comptabilité, calculer en fait les résultats à la fin d'une année, ça devient votre propre responsabilité. Bien sûr, vous pouvez faire une sous-traitance, donc faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, par exemple pour les finances, quelqu'un qui est spécialisé en comptabilité, un cabinet comptable, etc., qui pourrait prendre cette charge-là, mais c'est votre responsabilité. Donc le freelancing, il introduit une certaine liberté qu'on n'a pas quand on est développeur en entreprise. Par exemple, vous pouvez travailler quand vous voulez, où vous voulez, vous n'êtes plus limité de manière géographique. Donc c'est pour ça aussi qu'en tant que développeur freelance, on travaille souvent en remote, donc en ligne. Je suis développeur. La plupart des marchés que j'ai, c'est avec je suis actuellement en République démocratique du Congo. Et la plupart des marchés que j'ai, c'est souvent avec des gens qui sont à l'extérieur du pays. Et donc le freelancing offre cette liberté-là, mais c'est une liberté à double tranchant parce que si vous ne travaillez pas, par exemple, vous n'avez pas de rentrée d'argent. Et si vous ne savez pas comment chercher des clients, comment arriver à vous vendre, vous ne pourrez pas au fait vous vendre. Donc moi, j'ai discuté avec des amis qui sont freelance, qui vivent aujourd'hui du freelance. La plupart ont commencé le freelance vers 2018, donc ça fait quand même quelques années d'expérience. Je vous laisse avec Abdul qui nous explique au fait comment il a commencé et qu'est-ce qui a été son premier frein en tant que freelance. Premièrement, comment j'ai débuté avec une petite tablette. J'avais Photoshop Touch, un Photoshop dont je ne sais pas comment ça m'est tombé dans les mains, mais je me suis retrouvé avec ça. Et du coup, j'ai fait tous mes travaux avec ça, mélangé à Pixar, mélangé à FontLab, mélangé à divers logiciels, applications pour tablette. Et c'est avec ça que je travaille. J'ai commencé à faire des logos, des affiches. C'était ça au fait que j'aimais le plus faire, logo, affiche. Et je me rappelle, mon premier logo, je l'avais vendu à 1500 francs. C'était carrément ridicule. Et le pire, c'est qu'on ne m'avait même pas payé pour ce 1500 francs. Donc jusqu'aujourd'hui, ce logo-là chôme chez moi. Je l'ai déjà envoyé au client. Le client ne l'a jamais payé. Mais c'est pas grave, on ne se plaint pas de ces 1500 francs-là quand on voit la situation actuelle. L'évolution qui a été effectuée par après. Et ma première affiche, je l'avais vendue à 1000 francs.
c'était très ridicule. J'ai pas vraiment des projets que j'ai dû vendre. Il y a des tonnes, des travaux que j'ai fait gratuitement. Pourquoi? Parce que j'avais honte, au fait, de parler d'argent. Et c'est ça, en fait, mes premières années en freelance, c'est ça, en fait, ça se résume par cette honte-là et cette manque de confiance en moi, de me dire que je peux pas taxer autant, je peux pas demander autant d'argent. Et du coup, j'avais un ami qui se chargeait de me ramener des clients. Il a déjà discuté les prix avec eux. Et il m'a beaucoup aidé. Son nom, c'est Gary Moussassa. Et vraiment, c'est lui qui va vraiment bâtir comme il faut. Et c'est par après, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le marketing, j'ai commencé à faire des recherches sur le marché du design même. C'est quand je me suis dit, ah ouais, je peux taxer bien plus, je peux aller bien au-delà. Et c'est là que les choses ont commencé un peu à se dénouer. En fait, c'est ça, en fait. Quand tu te permets de t'ouvrir au monde et de vaincre tout ce qui te fait peur, de vaincre toutes ces conversations avec les clients que tu n'as pas envie d'aborder, de vaincre toutes ces conversations d'argent que tu n'as pas envie d'aborder, les choses deviennent plus faciles. Parce que moi, dès le début, mon rêve, c'était de vivre, en fait, du design. Et quand je regarde, je me dis, ok, on n'est pas encore arrivé, mais on est sur la bonne voie. C'est déjà très satisfaisant quand on regarde l'évolution, quand on regarde d'où on vient. Et c'est encore plus excitant quand on regarde où est-ce qu'on peut aller, et qu'on s'est dit, voilà, c'est maintenant là que je vais aller. C'est un peu ça. Une histoire très motivante, merci Abdoul de l'avoir partagée. Alors, ce qu'on peut retenir de l'histoire d'Abdoul, c'est qu'il avait du mal à parler argent avec ses clients. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent quand on débute. On ne sait pas, au fait, se valoriser. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, il y a comme ce syndrome de l'imposteur qui fait face et on se dit, ok, ça vaut un peu plus cher. Ce que je fais, ça ne vaut pas ça par rapport à ce que je sais et tout. Et on peut se retrouver dans un cercle vicieux où on n'arrive pas à valoriser son travail comme il faut. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce. C'est d'abord, vous devez gagner en expérience. Il est très recommandé qu'en tant que freelance, un minimum 1 année d'expérience. C'est très important parce que dans le 1 année d'expérience, vous aurez pu construire votre portfolio. Un portfolio, c'est quoi? C'est tout simplement un répertoire de tout ce que vous avez fait comme réalisation. Ces réalisations sont importantes parce que ça sera des proof of concept qui est très important pour démontrer votre expertise à vos clients, par exemple. Parce qu'en tant que freelance, vous n'avez pas besoin d'un certain diplôme. On va vraiment jauger la qualité de votre travail par vos réalisations. Le portfolio peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un site sur Internet, comme Devcast, nous avons un site Internet. La page d'accueil, c'est notre portfolio. Ça peut être un logo book si vous êtes designer, un document PDF avec toutes vos réalisations. Comme ça, c'est un peu plus facile à envoyer. Mais c'est vraiment recommandé qu'en tant que développeur, vous ayez un site web, un portfolio. Parce que j'ai vraiment du mal à voir un développeur qui développe des sites qui n'a pas son propre site. J'en connais beaucoup, mais ça ne fait pas vraiment crédible. Donc la première étape, ça sera gagner en expérience. Et après cette étape, votre valeur, la qualité du travail que vous allez commencer à faire va commencer à augmenter graduellement. Avant de parler argent, j'aimerais vous faire entendre en fait l'expérience de Eric Empiré parce qu'il n'avait pas d'expérience et il s'est lancé en freelance. Voilà ce qu'il a vécu. Salut Bernard, j'espère que tu vas bien. Mon expérience en tant que développeur indépendant ou développeur ou travailleur indépendant a commencé, je pense, aux environs de 2017-2018, donc fin 2017, début 2018. Donc c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir des clients, des personnes qui voulaient que je puisse travailler sur leur projet. Alors, au tout début, c'était hyper compliqué. Pourquoi? Simplement parce que j'avais pas vraiment d'expérience quand il était question de travailler sur un projet grandeur nature, étant donné que j'étais habitué à travailler sur mes propres projets personnels. Et du coup, je n'avais pas cette notion du temps, cette notion rattachée à la gestion de projet, cette notion rattachée à la planification de tâches, à l'agencement des tâches et tout consort. Et du coup, à chaque fois que j'ai tombé sur un projet, tout ce que je faisais, c'était je lance dans le tas sans analyser le préalable. Tout ce que je faisais, j'avais juste une idée globale du projet, mais je n'entrais pas dans le détail pour essayer d'évaluer le risque, le challenge au fait que j'aurais. Et très souvent, quand on développe un projet en procédant comme ça, on se rend compte que les difficultés augmentent au fur et à mesure que tu évolues. Aussi longtemps que normalement, les difficultés sont censées diminuer au fur et à mesure que tu évolues. Et ce qui a fait qu'au tout début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai dépassé les deadlines vraiment, même d'1 mois, voire même au-delà. Et parfois même,
j'arrivais pas à livrer certains trucs. À plusieurs reprises, j'ai recommencé le projet et c'était compliqué. Pas seulement, les complications n'étaient pas seulement dues au fait que j'avais des compétences très limitées en matière de gestion de projet, mais j'avais aussi des difficultés liées au fait que je n'avais pas assez d'expérience en termes de développement logiciel et tout consort. Ce qui fait que j'ai codé un truc qui fonctionnait, mais quand il était question de le faire évoluer, c'était une autre histoire et du coup, j'étais obligé de recommencer étant donné que l'architecture initiale était fragile et à chaque fois qu'il fallait toucher quelque part, ça t'obligeait au fait à tout casser pour recommencer en partant de zéro. Donc, c'était un peu ça mon expérience. Dans ce qui concerne la tarification, l'horaire, je n'avais pas au fait des horaires comme quoi, non, tu vas commencer à me payer autant d'argent par heure, non. Donc, tout le contrat que j'ai signé, donc c'était des contrats du genre un montant bien fixe pour autant de temps. Donc j'évalue au fait les livrables que je vais donner aux clients et c'est sur base de ça, au fait, que je faisais une tarification aux clients. Donc, c'était un peu ça. Merci Eric pour ton retour. Alors comme on a vu, Eric et Abdul ont quelques points en commun, c'est qu'au départ, il y a ce manque de formation dans la gestion de projet. Abdul n'arrivait pas à communiquer argent avec ses clients et donc il avait un ami, Gary, qui est aujourd'hui entrepreneur aussi, qui lui apportait des clients et avait déjà discuté au préalable avec eux. Eric Empiré, lui, n'avait pas assez d'expérience en gestion de projet. Vous voyez que quand vous devenez développeur freelance, au-delà des compétences que vous avez, au-delà de la compétence que vous vendez, vous aurez besoin d'autres compétences pour vous permettre au fait de mener à bien un projet. Au début du podcast, je vous ai dit qu'il y avait certaines responsabilités qui allaient s'ajouter. Quand on a écouté l'histoire d'Abdul, on se rend compte au fait qu'il y a un moment où il a été obligé de se former. Donc au-delà d'avoir de l'expérience, au-delà de bâtir votre portfolio, il faudra vous former en soft skills. Les soft skills, j'en ai parlé dans le 8 qualités d'un bon développeur. Ça doit être le deuxième podcast de la série. Et dans ce podcast, j'ai démontré en fait comment il était important d'avoir certaines qualités qui vous permettront de travailler avec des clients, de gérer le projet, de gérer le temps, etc., etc. Donc la deuxième étape, après avoir construit votre expérience, donc ça peut se faire simultanément, ça serait vous former à la gestion de projet et au marketing digital par exemple. Les deux notions sont très importantes parce que le marketing va vous permettre au fait de communiquer, de vous vendre aux clients. Et la gestion de projet va vous permettre de mener à bien vos projets. Il y a beaucoup de formations qui sont d'ailleurs parfois gratuites sur YouTube, sur LinkedIn, etc., etc. Et donc cette étape est très importante parce qu'en devenant freelance, rappelez-vous, vous êtes le seul responsable. Et si vous n'avez pas encore toutes ces notions, il est vraiment très difficile que vous puissiez arriver à bout dans ce que vous faites. J'ai beaucoup aimé le TEDx de Sami Mwamba qui est CEO de ITOT Africa, une entreprise basée en RDC Lubumbashi. Il a dit que la réussite de sa startup et la levée de fonds qu'il a pu faire sont vraiment une conséquence de sa façon de communiquer sur Internet. Donc, il a beaucoup basé son expérience dans la manière de communiquer, dans le marketing digital. Et ça a permis au fait que sa startup survive lorsqu'il y a eu des petits problèmes au fait. J'ai aussi travaillé à ITOT pendant une certaine période. Et donc, la communication et stratégies de communication qui ont été mises en place pour que la startup avance sont des stratégies de communication très intéressantes qui peuvent aussi vous permettre en tant que développeur freelance de bâtir votre réputation ou encore de marquer votre présence en ligne. On parle aussi de e-reputation. Quels résultats, sur quoi vous tombez lorsque vous tapez votre nom sur Google par exemple? Quels sont les résultats qui sont rattachés à votre nom? Quelle est la réputation que vous avez sur Internet? Donc toutes ces choses sont très importantes parce que ça entre en compte lorsqu'il y a un client qui veut faire appel à vos services. Maintenant que vous avez construit une expérience assez forte en développement, vous avez votre portfolio, vous avez fait du marketing digital pendant un moment, vous savez gérer un projet, vous arrivez maintenant à communiquer. Il est très important de savoir quel canal vous allez utiliser pour vous vendre. Il y a certains qui vont utiliser les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, etc. Il y a d'autres personnes qui vont rejoindre des communautés. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser des applications de freelancing. Alors moi, j'ai eu la chance de discuter avec 3 personnes qui ont
utiliser les 3 voies différentes, c'est-à-dire rejoindre une communauté, utiliser une application de freelancing ou encore utiliser les réseaux sociaux. Commençons par Elsa qui aujourd'hui est freelance indépendante mais qui a eu ses premiers clients en rejoignant une communauté en fait. Moi, c'est Elsa. Je vais vous parler de ma petite expérience dans le freelance. Avant tout, j'ai commencé le freelance lorsque j'ai été dans ma première année à l'université. J'étais passionnée par la programmation, par le code, alors j'ai été vite recrutée par les clubs de programmation et le groupe qui faisait du freelance dans la ville de Lubumbashi. Alors avec eux, j'ai commencé, j'étais vraiment débutante, mais vu ma capacité d'apprendre rapidement, j'ai vite intégré l'équipe principale de développement. Vu qu'on était un peu nombreux et un peu novices, le premier salaire n'était pas vraiment considéré par rapport au taux horaire, mais plutôt par rapport au projet. Mais cette expérience m'a permis de grandir dans mon domaine et d'apprendre encore plus. Après cela, je me suis lancée dans mon propre freelance. Donc, j'ai commencé à travailler pour moi-même avec mes propres clients. C'était pas facile de trouver des clients vu que quand on est débutant et puis encore étudiant, beaucoup se méfient, beaucoup veulent profiter de vous et tout. Mais si je dois évaluer mon premier taux horaire dans le personnel, il était à 3 $ l'heure. Donc comme ça, j'ai évolué à faire de projets seul avec mes propres clients. C'était pas toujours facile, mais avec le temps, j'ai accru en expérience et actuellement, je peux vous dire que mon taux horaire n'a rien à voir avec mon taux horaire de départ et la confiance et l'expérience a vraiment augmenté. Personnellement, je vous conseillerais de vous lancer dans le freelance parce qu'il vous permet non seulement de gagner votre propre argent, mais aussi vous laisse le temps d'apprendre et de faire encore plus de choses tout en n'étant pas très lié à une entreprise. Merci, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci Elsa pour ton retour d'expérience. Alors dans l'histoire d'Elsa, on peut retenir qu'elle a été recrutée par des clubs des développeurs. Des clubs des développeurs, autrement dit, ce sont des communautés des développeurs. Donc peu importe le pays ou la région dans laquelle vous êtes, il y a forcément une communauté des développeurs. Il y a forcément un regroupement des groupes qui en fait développent, où il y a d'autres développeurs qui ont beaucoup plus d'expérience que vous. Il y a certains développeurs qui peuvent apporter de marché. C'est très important de vous placer dans ce genre de groupe, dans ce genre d'organisation pour vous permettre au fait d'acquérir de l'expérience, non seulement en termes de code, mais d'acquérir de l'expérience aussi en termes de soft skills, bâtir un réseau, parce que c'est très important d'avoir un très bon réseau. Lorsqu'on devient freelance, votre argent aussi se résume par les contacts que vous avez. Donc c'est très important d'avoir un réseau, de connaître certains développeurs qui peuvent vous faire intervenir sur d'autres projets quand ils savent que vous êtes compétent. Donc ça c'était le parcours d'Elsa. Je voudrais aussi vous faire entendre le parcours de Gloire qui est quand même sommaire. Mais Gloire lui il a utilisé les réseaux sociaux après avoir essayé des applications de freelance qui n'ont pas marché pour lui. J'ai commencé en tant que freelance en 2018, vers la fin. Et les premiers clients, c'était les gens de l'entourage, genre les enseignants qui m'ont donné cours et autres. Alors, c'est en parlant de ce que je savais faire autour de moi, sur les statuts WhatsApp, de temps en temps, répondre à certaines questions et autres, dire aux gens que je pouvais, par exemple, vous construire des sites web et autres, et les gens savaient directement ce que je pouvais faire. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer ce monde de freelance. Et juste après, j'ai essayé plusieurs fois sur des plateformes de freelance comme Upwork, People Per Hour et l'excellent LinkedIn. Et je crois que c'est sur LinkedIn où j'ai pu décrocher vraiment les vrais contrats. Et au tout début, je faisais les tâches de développeur à 5 $ l'heure. Et là, c'est en fonction des tâches que je peux accomplir en 1 heure que j'ai pu fixer ce taux horaire.
Merci beaucoup Gloire pour ton retour d'expérience. Comme tous les autres, les premiers clients de Gloire ont été les personnes de son entourage. Donc les contacts que vous avez déjà peuvent être vos premiers clients. C'est pourquoi il est très important de communiquer, de faire savoir à votre entourage que vous avez commencé une carrière de développeur. Donc s'il y a votre oncle, quelqu'un de votre famille qui a un petit business, vous pouvez lui créer un site web pour présenter son business en ligne. Vous, ça vous fait de l'expérience, vous pouvez faire ça gratuitement, il n'aura qu'à payer par exemple les frais d'hébergement, mais ça vous fait de l'expérience et ça vous fait un projet à rajouter dans votre portfolio. Donc pendant une année comme ça, vous pouvez travailler avec les gens qui vous côtoient avant de chercher à l'extérieur. C'est par exemple les clients de votre oncle pour qui vous avez créé un site qui pourrait être aussi intéressé d'avoir un site et donc le bouche à oreille va se faire et vous pourrez avoir vos premiers clients comme ça. C'est aussi comme ça que Jonathan Boyer, le propriétaire de Graphic Art, a commencé avec ses premiers clients. Il a partagé ça dans un de ses podcasts. Donc le bouche à oreille en communiquant sur ce que vous faites. Le dernier retour d'expérience que j'ai eu, c'est le retour d'expérience de Loïc. Loïc est développeur freelance et lui, ce sont les plateformes de freelance sur lesquelles il s'est basé. Et son expérience est assez particulière parce que aujourd'hui, il se retrouve totalement en utilisant des plateformes freelance, tout en sachant que nous sommes en RDC. Nous n'avons pas forcément une très bonne réputation en tant que développeur, mais je vous laisse écouter ce que Loïc a fait, la stratégie qu'il a mis en place pour se retrouver freelance en utilisant des plateformes comme App2Work ou Fiverr. Lorsque je me suis lancé en indépendant en faisant des recherches, il y a 2 plateformes qui m'intéressaient principalement. Il y a Upwork et Fiverr. Donc en lisant sur ces plateformes-là, j'ai créé des comptes sur Upwork et un compte sur Fiverr. Les 2 plateformes ont des fonctionnements un peu différents. Sur Upwork, ce qui se passe, ce sont les clients qui publient leur job, leur travail et les freelance envoient des propositions vers ces clients-là et c'est aux clients de choisir en fait avec qui travailler. Alors que sur Fiverr, ce qui se passe, c'est le client qui recherche le freelancer avec qui travailler. Donc là, tu crées ton compte, tu crées tes services et à partir de ça, maintenant, on pourra te retrouver par les différents clients. Donc, après avoir créé mes comptes, vu que sur Fiverr, c'est le client qui recherche le freelancer, je n'avais rien fait d'autre et sur Upwork, j'ai commencé à envoyer des propositions sur les projets qui m'intéressaient, mais je n'ai eu aucun retour en fait des clients. J'ai juste quelques clients avec qui on a discuté, mais qui après n'ont plus donné suite au projet, peut-être parce qu'ils n'étaient pas convaincus ou alors ils avaient trouvé d'autres personnes avec qui travailler. Après plus d'une semaine sur Fiverr, vu que je n'avais toujours pas reçu des offres, en faisant des recherches, j'ai compris qu'il me fallait une stratégie. En fait, ce qui se passe avec les plateformes en ligne et tout, on va pas se mentir, il y a un peu des préjugés en fait. Ce qui signifie quand un client recherche un service, ça peut être un service de création de sites web. Lorsque tu proposes le même prix qu'un autre freelancer qui se trouve par exemple aux États-Unis, le réflexe de tous les clients, même que ce soit un client local ou un client étranger, sera de choisir un client américain parce qu'il va se dire que c'est celui-là qui fera le bon travail. Donc, il me fallait trouver une stratégie pour convaincre les gens de venir vers moi. Là, j'avais 2 choix possibles. Le premier, c'est de demander, de rechercher des clients de manière locale, que ce soit des connaissances pour qui je vais travailler et qui vont me donner des notes, qui vont permettre de me donner une certaine autorité. Et la deuxième possibilité, celle que j'ai choisie, c'est de fixer des prix bas pour commencer. Vu que je faisais ça pour juste tester, alors j'ai commencé par établir ces stratégies-là de mettre des prix bas. Et ces stratégies à payer, donc après
2 semaines après la création de mon compte, j'ai reçu une offre d'un client du Pakistan qui me demandait de créer juste une petite application mobile simple. Et sur Fiverr, on travaille sur la plupart des plateformes en ligne, on travaille sous forme de taux horaire. Donc, quand il y a un projet, tu précises ton prix par heure et par rapport au nombre d'heures que tu vas passer sur le projet, tu seras payé. Mais sur Fiverr, ce qui se passe, c'est qu'il y a un prix fixe pour le projet. Et donc, on a discuté avec ce client-là, j'ai établi le prix fixe qui était bien entendu bas à l'époque. J'ai commencé à travailler dessus et j'y ai travaillé comme si c'était un grand projet. Le client là avait beaucoup aimé le travail, m'avait donné une note de 5 étoiles et c'est vraiment à partir de là que les choses ont commencé à progresser sur Fiverr. Au fini, j'ai même laissé tomber avec mon compte Upwork. Plus j'avais des clients, plus j'augmentais mon prix de manière stratégique. Et vu que je faisais bien mon travail, j'avais des notes et ce qui fait que mon profil était mis en avant par la plateforme. J'ai commencé à obtenir il y a des systèmes de badges en fait, des badges qui attirent un peu les clients. J'ai commencé à obtenir des badges. Aujourd'hui, je suis seller niveau 2. Donc, il y a des différents niveaux sur Fiverr. Il y a le niveau le plus bas qui est New Seller, le deuxième niveau Seller 1 et le deuxième niveau Level 2 Seller. C'est là où je suis et ça me permet aujourd'hui d'attirer des clients beaucoup plus sérieux et de mettre des prix beaucoup plus intéressants aujourd'hui comparé à mes débuts en fait. Mes revenus, je gagne plus de 500% de revenus par rapport à mes débuts et en même temps, je continue à développer des stratégies pour monter, pour faire évoluer en fait mon business. C'est un peu ça mon expérience. Waouh, merci beaucoup Loïc pour ton retour d'expérience. 500% au bout de 2 ans à peu près, c'est vraiment énorme. Donc vous voyez qu'avec une stratégie bien définie à l'avance, des processus que vous mettez en place, au bout de 2 ans, 1 année, vous pouvez devenir un développeur freelance qui vit totalement du freelance. Donc c'est quelque chose de possible. Alors s'il s'agit de valoriser son travail, une astuce que moi-même personnellement j'utilise, c'est que je calcule en fonction de l'argent que je voudrais avoir le mois. C'est-à-dire que si vous êtes développeur dans une entreprise, on vous donne un certain montant par mois et ces montants-là, ils doivent quand même arriver à couvrir vos besoins vitaux, c'est-à-dire vos besoins élémentaires, vous nourrir, vous loger, etc., etc. En freelancing, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous fixer un montant, du moins après avoir eu de l'expérience, acquis de l'expérience, parce qu'au début, ça sera vraiment difficile. Et comme c'est du freelance, il y a de la liberté, donc vous pourrez combiner le travail de freelance avec un autre pour pouvoir gagner en expérience. Mais une fois que vous avez cette expérience, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, je voudrais avoir autant d'argent par mois. Et cet argent, vous allez diviser par le nombre de jours dont vous voulez travailler le mois. Vous avez cette liberté, vous pouvez vous dire, moi je travaille 14 jours par mois seulement. Je travaille 28 jours par mois, ça dépend de vous. Et donc, une fois que vous avez le taux journalier, vous pouvez diviser par 8 si vous voulez faire 8 heures par jour, par 4 si vous voulez faire 4 heures par jour. Et vous aurez votre taux horaire. Et c'est à partir de ce taux horaire que vous pourrez commencer à fixer ou taxer vos clients si vous voulez qu'on vous paye au taux horaire. Ça, c'est une technique. Il y en a plusieurs pour valoriser le travail que vous faites. Mais au bout d'un certain moment, ça deviendra instinctif. Il y a beaucoup de choses à dire sur le freelancing. Voilà pourquoi je vais vous recommander l'article de blog le guide du freelancing qui est sur coder.com qui reprend un peu tous les aspects soft skills parce que en devenant freelance, quelque part juridiquement, vous devez exister parce que vous n'allez pas recevoir de l'argent de clients si vous n'avez pas une existence juridique, si vous n'êtes pas un auto-entrepreneur, ça dépend du pays dans lequel vous êtes et différents statuts d'entreprise que vous devez avoir. Donc, le blog post qui est sur coder.com reprend un peu tout ça. Ici en RDC, nous avons le statut de auto-entrepreneur qui est entreprenant en fait, où vous pouvez être aussi une SARL unipersonnelle, donc vous êtes tout seul pour être légalisé sur base de ça et savoir quel taux d'impôt vous allez payer. Donc il y a encore beaucoup d'informations, beaucoup de choses à traiter
dans le freelance qui pourrait faire partie d'un prochain épisode. Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont participé à ce long épisode de podcast, à Eric, à Abdul, à Loïc, à Gloire, à Elsa. Merci d'avoir donné votre retour d'expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech. Le lien est dans la description. À la prochaine.